L'Italie ressemble à une carte postale éternelle, mais sous sa beauté, le chaos couve. De Naples à la Sicile, volcans actifs et supervolcans invisibles menacent de se réveiller. Une éruption pourrait-elle rayer des villes entières de la carte d'Europe? Nous explorerons les colosses qui observent en silence et la frontière ténue entre la vie et le désastre. Le calme qui réside, Naples et son destin volcanique. À première vue, le golfe de Naples est un joyau de la Méditerranée. Des bateaux de pêche naviguent sur des eaux calmes, des touristes flânent dans des ruelles chargées d'histoire et les Napolitains vivent avec la douceur de ceux qui croient connaître leur terre dans ses moindres recoins. Mais ce calme est trompeur, car sous cette surface bleue, l'Italie abrite une menace ancienne qui n'a pas encore dit son dernier mot. Naples est située sur un terrain volcanique aussi actif qu'imprévisible. La ville se situe dans une zone de pression géologique extrêmement élevée, entourée de volcans historiques et de l'une des caldeiras les plus dangereuses de la planète, les champs flégréens. Ici, le danger ne se révèle pas par des incendies ou des cendres visibles, mais par des murmures souterrains, des mouvements imperceptibles, des gaz qui jaillissent du sol sans prévenir et un silence plus inquiétant que n'importe quelle explosion. Le Vésuve domine l'horizon, immobile, sombre, imposant. Beaucoup le voient comme un élément du paysage, tel un géant endormi, indissociable de l'âme de la ville. Mais peu se souviennent que ce géant était, il y a près de 2000 ans, un tueur impitoyable. Le 24 octobre 79 après Jésus-Christ, sans prévenir, le Vésuve explosa avec une force brutale. La ville de Pompéi fut engloutie par un nuage de cendres, de gaz et de roches volcaniques qui ensevelit des milliers de personnes en quelques heures. Les corps étaient pétrifiés, leurs visages figés dans une expression de terreur absolue. Aujourd'hui, ces moulages humains sont un avertissement sculpté par le temps. Ce qui est inquiétant, c'est que, depuis lors, le Vésuve est resté silencieux. Mais ce silence n'est pas la paix. Les scientifiques l'étudient chaque jour, car ils savent que ce n'est qu'une pause qui, tôt ou tard, prendra fin. Mais même le Vésuve, malgré toute sa puissance destructrice, ne représente pas le plus grand danger. De l'autre côté du golfe se cache une menace encore plus insidieuse, les champs flégréens. Contrairement au Vésuve, cette caldeira volcanique est presque invisible. Aucun grand cône ne signale sa présence. Son danger se cache sous une plaine apparemment inoffensive, abritant plus de 350 000 habitants. Il s'agit d'un supervolcan, une catégorie géologique désignant les volcans capables de déclencher des éruptions d'ampleur continentale. Les champs flégréens ne rugissent pas. Ils respirent. Leur souffle se manifeste par des émissions de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de soufre qui émergent de fissures dans le sol, de crevasses, de cratères éteints, ou que l'on croit éteints. L'un des sites les plus surveillés est Solfatare, un cratère qui libère plus de 25 tonnes de gaz par jour. L'odeur d'œufs pourris est constante, le sol tremble subtilement et l'air est chargé de particules qui peuvent tuer en quelques secondes si l'on s'approche trop près. Le problème est que de nombreuses personnes vivent à quelques mètres de ces zones. Les terres qui les entourent sont fertiles et l'histoire les a habitués au risque. Mais le risque n'a pas disparu. Il a seulement appris à se dissimuler. Au plus profond de cette caldeira, le magma monte peu à peu, augmentant la pression. Les scientifiques ont détecté une remontée du sol, un phénomène connu sous le nom de bradycisme. C'est comme si la Terre respirait, gonflant presque imperceptiblement. Mais cette respiration pourrait être le prélude à une éruption. Et alors, la question la plus effrayante se pose: que se passerait-il si les champs flégréens explosaient aujourd'hui? Des études indiquent qu'une éruption comme celle du passé pourrait libérer plus de 300 km3 de matière volcanique. Cela dévasterait non seulement toute la région métropolitaine de Naples, mais affecterait également le climat européen pendant des années. Le ciel deviendrait gris, les températures mondiales chuteraient, et le chaos s'ensuivrait rapidement. La surveillance est constante. Satellites, drones, capteurs thermiques, tous convergent vers la même conclusion. Le supervolcan se réveille. Les scientifiques de l'Institut national de géophysique et de volcanologie ont installé un réseau de capteurs qui mesurent la composition du gaz, la température, la pression et les tremblements. La moindre anomalie peut signaler un changement radical. Et le pire, c'est qu'une fois le changement opéré, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais comment protéger 3 millions de personnes vivant au-dessus de cette bombe latente? Comment évacuer des villes entières en quelques minutes seulement? Les autorités élaborent des plans d'urgence. Les scientifiques lancent des avertissements. Mais la majorité de la population continue de vivre normalement, comme si le danger n'était pas réel.
comme s'il s'était déjà résigné à vivre avec. Cela fait peut-être partie de l'identité napolitaine. Un esprit qui défie le volcan avec le sourire. Un mode de vie où passé et présent se mêlent sous la fumée d'un avenir incertain. Mais le magma ne connaît pas l'histoire. Il ne respecte aucun monument. Il ne s'arrête pas à l'art, à la culture ou à la foi. Et lorsqu'il décidera enfin de refaire surface, il le fera avec la même fureur avec laquelle il a enseveli Pompéi, mais cette fois entouré de millions de personnes. Personne ne sait quand. Personne ne connaît l'heure. Mais tous les signes pointent dans la même direction. L'Italie est en état d'alerte et Naples dans la ligne de mire. Si ce voyage approfondi à travers les volcans italiens vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains articles. Nous continuerons d'explorer les recoins les plus dangereux du pays où la science tente de vaincre le temps avant que le feu ne dévore tout. Les champs flégréens, le monstre sous la plaine. La menace la plus terrifiante n'est pas toujours la plus visible. Dans le cas des champs flégréens, leur invisibilité est précisément ce qui les rend si mortels. Contrairement au Vésuve, dont le profil volcanique se dresse tel un avertissement à l'horizon, les champs flégréens s'étendent silencieusement sous une grande partie de l'agglomération napolitaine, sans cône apparent, sans pic pour avertir du monstre qui sommeille sous terre. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils sont endormis. Le nom champ flégréen vient du grec phlégraios, qui signifie champ en feu. Et ce n'est pas un surnom poétique, c'est une description littérale. Ce qui se cache sous cette vaste région est une caldeira volcanique colossale, l'une des plus dangereuses de la planète, comparable en puissance destructrice à celle de Yellowstone aux États-Unis. S'étendant sur 13 km, ce supervolcan a façonné le paysage pendant des dizaines de milliers d'années et pourrait le faire à nouveau à tout moment. L'histoire géologique de cette caldeira s'écrit en couches de cendres, de pierres ponces et de lave. Il y a environ 39 000 ans, les champs flégréens ont connu l'une des plus grandes éruptions volcaniques du continent, l'éruption d'Ignimbrite campanienne. Plus de 300 km3 de magma ont alors été éjectés avec une violence brutale, dévastant de vastes régions du sud de l'Europe et déclenchant un hiver volcanique qui a affecté le climat pendant des années. Cette éruption n'a pas fait exception. Environ 15 000 ans plus tard, une seconde explosion massive a généré un autre gisement volcanique remarquable, le tuf napolitain, une roche poreuse que les Romains utilisaient comme matériau de construction pour des temples, des aqueducs et des villes entières. En d'autres termes, une grande partie de Naples est littéralement bâtie sur les vestiges d'anciennes catastrophes volcaniques. Mais le plus troublant dans les champs flégréens n'est pas seulement son histoire, c'est son présent agi. L'une des zones les plus étudiées est la Solfatare de Puzzol, un cratère de 400 mètres de diamètre qui semble paisible, jusqu'à ce qu'on s'en approche. Le sol y est instable. C'est une fine couche poreuse sous laquelle s'accumulent des gaz hautement toxiques. Chaque jour, plus de 25 tonnes de dioxyde de carbone et de soufre émergent des entrailles de la Terre. L'odeur est âcre, semblable à celle d'œufs pourris, et l'air est si épais que respirer peut être dangereux. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'une simple attraction touristique, mais il y a eu des victimes. En 2017, une famille entière est tombée dans une crevasse formée par l'érosion gazeuse. Le sol s'est effondré sous leurs pieds, comme un piège sans prévenir. Et cet événement n'a fait que rappeler la fragilité de la surface au-dessus de ce monstre souterrain. Les fumerolles, ces panaches de vapeur qui émergent des fissures volcaniques, sont comme le souffle d'un supervolcan. Et chaque changement de température, de composition ou d'intensité est scruté. Car toute altération pourrait être le premier signe d'une éruption imminente. La zone de Picciarelli, à quelques mètres de Solfatare, est une autre source d'inquiétude. Ce qui n'était autrefois qu'une petite ouverture dans la roche crache aujourd'hui plus de 600 tonnes de vapeur et de gaz par jour. Les parois environnantes sont recouvertes d'une épaisse couche blanchâtre qui s'accroche à tout comme un voile toxique. Un signe supplémentaire que quelque chose s'accumule sous la surface. Et que dit la science à ce sujet? Les volcanologues ont installé des stations de surveillance sismique, des gravimètres et des capteurs géochimiques dans toute la caldeira. L'un des phénomènes les plus inquiétants est le bradisisme, une élévation lente mais régulière du sol. Depuis 2006, le niveau du sol s'élève de plusieurs centimètres chaque année. Et ce n'est pas une coïncidence. Cette élévation pourrait indiquer que du magma remonte du sous-sol, cherchant un exutoire. De plus, les scientifiques ont enregistré une augmentation de l'activité sismique locale, bien qu'il s'agisse principalement de séismes de faible magnitude. Mais un séisme majeur n'est pas nécessaire pour réveiller un supervolcan.
Il suffit d'un déséquilibre, une fracture, une fissure qui permet au magma d'atteindre la surface. En théorie, des plans d'évacuation existent. Les autorités ont défini des zones à risque, des voies d'évacuation et des abris. Mais en pratique, évacuer une ville de plus de 3 millions d'habitants en moins de 72 heures est un défi de taille, et le temps presse. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que les champs flégréens ne possèdent pas une seule bouche éruptive. Ils forment un vaste réseau de cratères, de fissures et de points d'émission. Une éruption ne se limite pas à un seul endroit. Elle pourrait débuter à un endroit et se propager rapidement à d'autres points faibles. L'ampleur de la menace a conduit les scientifiques à simuler différents scénarios éruptifs. Certains prévoient dans des éruptions effusives, avec des coulées de lave relativement lentes. D'autres, les plus alarmantes, prévoient des colonnes éruptives atteignant jusqu'à 20 km de haut, accompagnées de chutes de cendres, d'effondrements de structures et de courants pyroclastiques capables de dévaster toute la région métropolitaine en quelques minutes. Et le pire, les systèmes de surveillance ne permettraient qu'un temps de réaction de 30 minutes à 2 heures. L'histoire l'a prouvé. Les éruptions ne donnent pas toujours un avertissement clair. Et quand cela se produit, c'est que le magma remonte déjà à la surface. Chaque jour, les chercheurs répètent les mêmes mesures. Des drones survolent les zones les plus actives. Des satellites suivent les variations thermiques. Et des capteurs enregistrent la moindre anomalie avec une précision millimétrique. Mais tous ces efforts se heurtent à une variable impossible, la nature. Et la nature des champs flégréens est imprévisible. Naples, une ville construite sur des cendres. Naples ne vit pas seulement au bord de l'abîme, elle est construite dessus, littéralement. Les rues, les bâtiments, les temples, les églises, tout ce qui constitue le cœur historique de cette ville repose sur des fondations de cendres pétrifiées, de pierres ponces et de roches volcaniques. Et ce n'est pas une métaphore. Naples est une ville construite à partir des vestiges d'éruptions antiques, une mosaïque urbaine érigée pierre par pierre à partir des débris de la destruction. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité, ingénieux et pragmatiques, savaient tirer parti de ce que la terre avait à offrir, même lorsque celle-ci avait été façonnée par la fureur volcanique. Deux types de roches dominent le paysage souterrain napolitain, l'ignimbrite campanienne et le tuf napolitain. Tous deux sont nés d'éruptions colossales et sont devenus les fondements et les remparts de la civilisation. L'ignimbrite campanienne provient de la plus grande éruption jamais enregistrée des champs flégréens, il y a environ 39 000 ans. Lors de cet événement, le supervolcan a éjecté des milliers de tonnes de matière incandescente qui, en refroidissant, a formé une roche solide, poreuse et grisâtre. Pierre résistante mais légère, elle a été taillée et réutilisée des siècles plus tard comme matière première pour la construction d'églises, de palais et de forteresses. Le tuf napolitain, quant à lui, a émergé d'une autre éruption majeure, survenue environ 15 000 ans plus tard. C'est une roche à la texture plus tendre, de couleur jaunâtre, facile à sculpter. Mais elle présente un problème. Elle est perméable, elle laisse passer l'eau. Et c'est là que commence l'une des plus grandes prouesses de l'ingénierie antique. Les Romains, confrontés au défi de stocker l'eau dans des structures rocheuses imparfaitement imperméables, ont imaginé une solution qui allait changer l'histoire de la construction. L'opus Caementicium, également connu sous le nom de Cocciopesto. Ce mortier spécial était composé de chaux, de fragments de briques et d'un ingrédient clé, la pouzzolane, une cendre volcanique abondante dans la région. Une fois mélangés, ces éléments ont créé une substance qui, au fil du temps, a durci même sous l'eau. Un béton hydraulique millénaire qui, à bien des égards, surpasse les bétons modernes en termes de durabilité. Le résultat fut extraordinaire. Naples n'a pas seulement survécu à l'environnement volcanique, elle en a fait un atout. L'exemple le plus étonnant est le réservoir d'eau du Cap Misène, un chef-d'œuvre romain entièrement creusé dans la roche volcanique. Ses piliers atteignent 15 mètres de haut et sa capacité dépassait 12 millions de litres d'eau potable, soit suffisamment pour alimenter une flotte navale entière. Pour éviter les fuites, ces murs ont été recouverts de Cocciopesto, transformant le tuf poreux en une forteresse imperméable. Ces réalisations n'étaient pas exceptionnelles.
Elles faisaient partie intégrante de l'ADN architectural de la région. Les Napolitains ont appris à déchiffrer la géologie, à comprendre les roches, à construire avec la mémoire des volcans. Mais chaque pierre est aussi un souvenir. Chaque église en ignimbrite, chaque mur de tuf, chaque colonne marquée par le temps. Tout porte la marque d'une catastrophe ancienne. Tout nous parle d'un passé brûlant qui pourrait se répéter. Et cette dualité entre création et destruction a façonné l'identité de Naples pendant des millénaires. Aujourd'hui, se promener dans ces rues est comme explorer un musée géologique à ciel ouvert. Sur la Piazza del Gesù Nuovo, l'église principale a été construite avec des blocs d'ignimbrite campanienne. En face, l'église Santa Chiara a été entièrement construite en tuf napolitain. Tous deux sont des témoins silencieux de la capacité humaine à transformer la tragédie en art. Mais cette résilience a un prix. Les roches qui ont permis la croissance de la ville sont aussi ses points faibles. Leur porosité, leur fragilité et leur origine volcanique rendent nombre de ces bâtiments historiques extrêmement sensibles aux tremblements de terre. Et si les champs flégréens ou le Vésuve devaient à nouveau entrer en éruption, ce ne serait pas seulement l'incendie qui mettrait la ville en danger. Les effondrements structurels, les fissures, les vibrations qui perforeraient les fondations formées par le recyclage des matériaux volcaniques le seraient également. En d'autres termes, Naples a appris à survivre sur des fondations instables, et ce, depuis des siècles. Mais chaque génération vit avec la conscience ou l'inconscience que tout peut basculer en quelques minutes. Le plus ironique est que nombre des quartiers les plus emblématiques de la ville sont construits sur des zones d'émissions de gaz ou à proximité immédiate d'anciens cratères aujourd'hui recouverts de rues et de places. En d'autres termes, la ville coexiste chaque jour avec les poumons ouverts du volcan. Et pourtant, la vie continue. Les vendeurs ambulants envahissent les places. Les touristes s'émerveillent devant l'architecture. Les enfants jouent dans des parcs qui, sous leurs pieds, cachent des tunnels de magma qui pourraient exploser demain. Telle est l'essence de Naples. Une ville forgée par la destruction, mais qui refuse de s'y soumettre. Une ville qui a fait du chaos son fondement et qui marche sur les cendres sans jamais perdre l'équilibre. Vésuve, le Terminator silencieux. Il y a des volcans qui imposent le respect dès le premier regard. Le Vésuve n'a plus besoin d'être présenté. Sa silhouette domine le golfe de Naples avec un mélange de beauté, de menace et de solennité. C'est un géant endormi, mais il n'en est pas moins dangereux pour autant. En réalité, ce qui inquiète le plus les scientifiques n'est pas sa fureur, mais son silence. Car un volcan qui a déjà tué et qui reste endormi pendant des décennies n'est pas une garantie de paix. C'est un rappel inquiétant. Le Vésuve n'est pas entré en éruption depuis 1944. 80 ans de calme apparent. Et en géologie, cela peut signifier deux choses: stabilité ou accumulation. Accumulation de pression, accumulation de magma, accumulation de gaz qui se comprime dans les entrailles du volcan comme une bombe à retardement. Le Vésuve est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Des centaines de capteurs couvrent ses pentes, mesurant les tremblements de terre, les températures, les émissions de gaz, les déformations du sol et d'autres paramètres clés. Les scientifiques l'analysent avec une obsession justifiée, car ce n'est pas n'importe quel volcan. C'est le volcan qui a transformé l'histoire. Le 24 octobre 79 après Jésus-Christ, la ville romaine de Pompéi a été détruite en quelques heures. Le Vésuve a projeté dans le ciel une colonne éruptive de plus de 30 km de haut, chargée de tonnes de cendres et de pierres ponces. L'éruption a libéré une énergie équivalente à 50 000 bombes d'Hiroshima. Lors de la première phase, les toits des maisons se sont effondrés sous le poids des cendres. Puis est arrivé le pire. Des courants pyroclastiques, des nuages de feu descendant à plus de 200 km par heure et des températures avoisinant les 500 degrés. Ils ont tout détruit sur leur passage. Les corps étaient pétrifiés. Beaucoup d'entre eux piégés dans une tentative désespérée de s'échapper. La ville a été ensevelie, oubliée pendant des siècles, jusqu'à ce que l'archéologie la rende au monde. Aujourd'hui, Pompéi est un témoignage poignant de la puissance de la Terre et un miroir pour se projeter dans l'avenir. Parce que le Vésuve est toujours là et plus de 600 000 personnes vivent à ses pieds. Et que disent les données actuelles? Chaque année, plus de 700 microséismes sont enregistrés dans la région. Ils sont faibles, presque imperceptibles, mais constants. Et si leur intensité n'est pas préoccupante, leur fréquence l'est, parce qu'ils indiquent que le système magmatique est toujours actif. Les scientifiques étudient également la stratigraphie du Vésuve, c'est-à-dire les couches de cendres, de lave et de matériaux volcaniques accumulés après chaque éruption. Lire ces couches, c'est comme lire un journal volcanique. Chacun raconte une histoire différente,
Intensité, durée, type d'éruption. Le plus ancien remonte à plus de 400 000 ans et la plus récente, comme nous l'avons mentionné, remonte à 1944. Lors de cette dernière éruption, une colonne éruptive s'est élevée à 7 km de hauteur. Les cendres ont atteint des distances allant jusqu'en Calabre. Bien que les systèmes de surveillance soient rudimentaires, il a été possible de documenter comment la chambre magmatique se vidait, laissant entrer l'eau et déclenchant des explosions plus violentes dues à l'interaction entre le magma et l'eau. Depuis lors, le Vésuve est resté dans un état de calme actif, c'est-à-dire qu'il n'a pas explosé, mais qu'il est vivant. Et cela se vérifie à chaque tremblement de terre, chaque émission de gaz et chaque changement de pression détecté par les équipements de surveillance. L'un des éléments clés de cette surveillance est le dioxyde de carbone, CO2. La quantité de CO2 émise par le volcan peut indiquer des changements dans la chambre magmatique. Une augmentation soudaine peut indiquer une remontée du magma. De plus, la température des gaz est également mesurée en permanence. Une augmentation soutenue est un avertissement que le système chauffe, comme une cocotte minute prête à exploser. Un autre indicateur est l'analyse de la respiration du volcan. Oui, les volcans respirent, et cela grâce au comportement des gaz du magma. Lorsque le magma monte, la pression diminue et les gaz se dilatent, formant des bulles. Si ces bulles ne peuvent pas s'échapper facilement, car le magma est dense et visqueux, elles s'accumulent. Et lorsque la pression dépasse la limite, il en résulte une violente explosion. C'est ce que les scientifiques craignent à propos du Vésuve, car son magma est précisément cela, visqueux, dense, dangereux. Contrairement à des volcans comme l'Etna, dont les éruptions sont plus fréquentes mais moins explosives, le Vésuve ressemble davantage à un canon chargé, attendant le moment de tirer. Et lorsqu'il le fera, ce ne sera pas une éruption ordinaire, ce sera une catastrophe régionale. C'est pourquoi il existe des plans d'évacuation. C'est pourquoi il y a des exercices annuels. C'est pourquoi une zone volcanique à haut risque a été déclarée autour du volcan. En cas d'éruption imminente, les premières à évacuer seraient peu plus de 18 communes situées en zone rouge. Mais il y a un problème, le temps manque. Dans le meilleur des cas, le système de surveillance donnerait un préavis de 48 heures. Dans le pire des cas, ce ne serait que quelques heures. 600 000 personnes, familles, enfants et personnes âgées, peuvent-elles être évacuées en si peu de temps? La réponse est floue. Et pendant ce temps, la ville continue de grandir. Les quartiers s'agrandissent, les immeubles se multiplient et le Vésuve observe, immobile, silencieux, mais loin d'être mort. Le Vésuve n'est qu'un des géants endormis de ce pays ardent. Si ce contenu vous aide à comprendre les dangers qui guettent l'Italie, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à explorer les menaces invisibles qui pourraient tout changer en quelques secondes. L'origine de la fureur, les plaques et le magma. Pour comprendre pourquoi l'Italie apparaît comme un piège géologique en constante tension, il faut remonter très loin dans le temps. Bien avant l'existence de Rome, Pompéi ou Naples, il faut remonter 250 millions d'années en arrière, à une époque où les continents n'étaient pas séparés, mais fusionnés en une seule masse terrestre colossale, appelée Pangée. Ce supercontinent, entouré d'un océan global unique, semblait éternel. Mais en son sein, quelque chose de plus puissant était déjà en mouvement. La Terre elle-même. Sous la croûte terrestre, à environ 30 km de profondeur, se trouve une couche appelée manteau supérieur, composée de roches en fusion. Cette roche fluide est instable. Elle se déplace en courant lent, semblable à ceux d'une casserole d'eau bouillante. Ces courants, appelés courants de convection, sont à l'origine de tous les mouvements tectoniques de la planète. Ces forces invisibles ont fragmenté la Pangée en plusieurs plaques tectoniques, d'immenses plaques comme les plaques africaines, eurasiennes et nord-américaines, des plaques plus petites comme les plaques adriatiques et anatoliennes. Et entre leurs frontières, le chaos est né et les volcans. La région où se trouve aujourd'hui l'Italie est l'un de ces points critiques, une véritable intersection de plaques, où les forces internes de la Terre s'affrontent. La plaque africaine se déplace vers le nord, s'enfonçant sous la plaque eurasienne dans un processus appelé subduction. C'est une collision lente de quelques centimètres par an seulement, mais constante, imparable et dévastatrice. Lorsqu'une plaque s'enfonce sous une autre, elle le fait avec tout ce qu'elle transporte, eau, sédiments, minéraux. En descendant, la pression et la chaleur augmentent. L'eau contribue à la fonte des roches, générant du magma. Ce magma étant moins dense que la matière environnante, il remonte. Il cherche un exutoire. Et lorsqu'il trouve une fissure dans la croûte terrestre, un volcan naît. Voici comment se sont formés les géants italiens. Le Vésuve, les champs flégréens, l'Etna, le Stromboli. Tous sont le résultat direct de cette danse tectonique de collision et de fusion.
Mais l'Italie ne se situe pas seulement entre deux plaques. Elle est traversée par de multiples microplaques, des failles secondaires et des zones de déformation complexes. En termes géologiques, c'est une zone de forte friction, telle une charnière mal huilée. Et lorsqu'une telle charnière se brise, ce n'est pas sans bruit. C'est pourquoi l'Italie enregistre l'une des plus fortes concentrations d'activité sismique et volcanique d'Europe. Et il ne s'agit pas seulement d'éruptions. On parle de tremblements de terre, de glissements de terrain, de déformation du sol, d'émissions de gaz et bien plus encore. Tout cela fait partie du même système déséquilibré. Quel est le véritable rôle du magma dans ce système? Le magma n'est pas seulement de la lave prête à éclater, c'est de l'énergie à l'état pur. En s'accumulant dans les cavités souterraines, elle génère de la pression, augmente la température ambiante, provoque des modifications chimiques dans les roches et fragilise la structure de la croûte terrestre. Mais elle a aussi une fonction vitale pour la planète. Elle régule la température interne de la Terre. Lorsque le magma monte et entre en éruption, il libère la chaleur accumulée. C'est en quelque sorte une soupape de sécurité planétaire. Sans ces éruptions, la pression interne augmenterait jusqu'à des niveaux catastrophiques. L'activité volcanique est, aussi paradoxale que cela puisse paraître, une forme d'équilibre. Un équilibre qui, cependant, peut nous coûter des villes entières. L'Italie est donc un laboratoire naturel. Ici, des processus qui prennent des siècles à se développer ailleurs se produisent en décennies, parfois en années. C'est une terre à la limite et qui a appris, au fil du temps, à s'adapter aux risques. Mais un autre élément rend l'Italie particulièrement vulnérable, sa densité de population. Plus de 60 millions de personnes vivent sur un territoire relativement restreint. Nombre d'entre elles vivent dans des zones à haut risque sismique et volcanique. Des villes comme Naples, Catane, Palerme et Rome ne sont pas seulement des centres culturels. Elles sont également situées sur ou à proximité de failles actives. Cette combinaison forte activité tectonique plus forte densité humaine fait de l'Italie un lieu où tout mouvement souterrain peut se transformer en tragédie nationale. Et les experts le savent. C'est pourquoi, outre la surveillance des volcans visibles, ils surveillent également les systèmes magmatiques profonds, les variations de gravité locale, les niveaux de dioxyde de carbone dans l'air et le comportement des sources chaudes. Car toute anomalie peut être un indice. L'histoire géologique de l'Italie s'écrit par le feu, mais son présent s'écrit par la technologie et avec une question constante, où aura lieu la prochaine explosion? Etna, la montagne au feu inépuisable. L'Etna n'est pas qu'un volcan, c'est un univers en soi. Situé sur la côte est de la Sicile, il s'élève telle une présence majestueuse et menaçante qui domine l'horizon. Sa silhouette est connue dans le monde entier. Mais ce qui se passe à l'intérieur de cette montagne est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Culminant à plus de 3300 mètres d'altitude, l'Etna est le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe. De plus, il est l'un des plus étudiés de la planète. Son histoire continue de surprendre même les scientifiques qui ont consacré leur vie à l'observer. Une histoire écrite dans le feu. Les archives historiques indiquent que l'Etna est en éruption constante depuis 500 000 ans. Son histoire éruptive remonte au Pléistocène, une époque où l'humanité commençait tout juste à émerger en tant qu'espèce. Depuis, il a connu des phases d'expansion, des effondrements de cratères, des coulées de lave qui ont enseveli des villages entiers et des explosions capables d'obscurcir le ciel. On estime que l'Etna a connu plus de 200 éruptions documentées au cours des 2 derniers millénaires seulement. Certaines étaient lentes et prévisibles, d'autres chaotiques et dévastatrices. En 1669, par exemple, l'une de ces éruptions les plus violentes a détruit plus d'une douzaine de villages et a atteint les portes de Catane, l'une des villes les plus importantes de Sicile. La lave a tout enseveli sur son passage, modifiant à jamais le paysage et la géographie locale. Un système en constante évolution. Contrairement à d'autres volcans qui possèdent un seul cratère principal, l'Etna possède plusieurs cratères actifs simultanément. Ces cratères, situés au sommet et sur les flancs, s'ouvrent, se ferment, se fragmentent et réapparaissent, créant un système dynamique en constante évolution. L'Etna présente également des phénomènes explosifs de courte durée, appelés paroxysmes, qui peuvent survenir sans avertissement et projeter des colonnes de cendres de plus de 10 km de haut en quelques minutes seulement. Ces explosions peuvent s'accompagner de fortes émissions de gaz, d'éclairs volcaniques et même de tremblements de terre locaux dus à l'effondrement de chambres internes. Mais le plus inquiétant est l'évolution de sa composition chimique, un magma qui évolue et devient plus dangereux. Au fil du temps, les scientifiques ont observé que le type de magma émergent de l'Etna varie. Dans certaines éruptions,
il s'agit d'une lave basaltique fluide s'écoulant lentement sur les pentes. Dans d'autres, la lave contient des niveaux élevés de silice, ce qui la rend plus visqueuse et explosive. Ce changement de composition chimique n'est pas anodin. Il indique que les conditions au sein du système magmatique de l'Etna évoluent et que les pressions internes pourraient augmenter. C'est comme si la montagne changeait de personnalité, devenant moins prévisible, plus erratique, plus dangereuse. À cela s'ajoutent de nouvelles fractures sur les flancs, des déformations du terrain et des mouvements de terrain détectés par satellite. Le moindre changement est un signal d'alarme et les scientifiques les surveillent sans relâche. Une montagne sous observation constante. L'Etna est désormais couvert par un impressionnant réseau de surveillance scientifique. Capteurs sismiques, caméras infrarouges, drones, radars satellites, spectromètres de mesure des gaz volcaniques. Tout est mis en œuvre pour tenter d'anticiper son comportement. L'un des systèmes les plus avancés est l'interférométrie radar par satellite qui permet de détecter des déformations millimétriques à la surface du volcan. Ces petits gonflements ou effondrements peuvent indiquer une accumulation de magma, des changements de pression ou des mouvements tectoniques. Des spectromètres portables sont également utilisés pour mesurer en temps réel les niveaux de dioxyde de soufre, SO2, et de dioxyde de carbone, CO2, deux gaz clés qui révèlent ce qui se passe à l'intérieur du volcan. Une augmentation disproportionnée du CO2 est le signe qu'un phénomène important se produit sous terre. Et pourtant, malgré toute cette technologie, l'Etna continue de surprendre. Éruptions soudaines, changement d'emplacement des cratères, nouvelles coulées de lave qui bouleversent tous les modèles antérieurs. Une montagne qui ne dort pas. L'Etna n'est pas un volcan qui se repose et se réveille. C'est un volcan qui ne dort jamais. Une entité vivante, en perpétuel mouvement, qui envoie des signaux, émet des rugissements et crache de la fumée, comme s'il était un être conscient. Pour ceux qui vivent à proximité, l'Etna fait partie intégrante de la vie. Une menace, certes, mais aussi une source d'identité, de tourisme, de fertilité agricole et même d'art. En Sicile, de nombreux enfants grandissent en voyant des panaches de fumée à l'horizon. Pour eux, ce n'est pas inconnu, mais pour la science, cette familiarité peut être dangereuse, car l'Etna, bien que surveillée, reste imprévisible, et son histoire nous rappelle que la fureur géologique ne demande pas de permission, elle agit tout simplement. La vallée de Bove, le passé révélé, l'Etna, comme tout grand volcan, recèle des secrets, mais il existe un endroit, au plus profond de lui-même, où ces secrets ont été révélés. Une immense entaille sur son flanc oriental, un gouffre géologique qui révèle son histoire complexe, la Val del Bove. Cette vallée n'est pas une simple dépression du terrain. Elle est le résultat d'une catastrophe aussi ancienne que colossale. Un effondrement structurel, survenu il y a plus de 8000 ans, a détruit une grande partie de l'Etna et déclenché une avalanche de terre et de roches qui a atteint la mer. Un événement si violent qu'il a laissé une cicatrice de plus de 5 km de large avec des parois atteignant 1000 mètres de haut. Une vie terrestre apothéotique. Imaginez une montagne qui s'effondre soudainement, comme si une partie de son corps avait été arrachée. C'est cet effondrement qui a donné naissance à la Val del Bove. Les géologues estiment que plus de 15 km3 de matière volcanique ont glissé lors d'une seule avalanche. La force était telle que, si elle se répétait aujourd'hui, elle anéantirait tout sur son passage, forêts, routes, villes et même une partie de Catane. Cet effondrement ne fut pas seulement une tragédie géologique, il marqua aussi un tournant pour l'Etna. Dès lors, le volcan commença à se reconstruire, couche par couche, éruption après éruption, telle une créature refusant d'accepter sa fin. Et ce faisant, il laissa des traces. Une bibliothèque de pierre. Aujourd'hui, la Val del Bove est une fenêtre ouverte sur le passé volcanique de l'Etna. Ses parois, percées par l'effondrement, révèlent des siècles d'histoire magmatique. Chaque strate de lave, chaque couche de cendres, chaque intrusion basaltique est une page d'un livre de feu que les géologues peuvent lire. On y trouve des digues de magma solidifiées, d'anciens conduits qui transportaient autrefois le magma des profondeurs vers la surface. Ces structures, désormais visibles, nous permettent d'étudier l'évolution du système d'alimentation du volcan, les routes empruntées par le magma et leur évolution au fil du temps. Des fractures radiales et des anneaux de fissures sont également visibles, signes de pression accumulée et de tensions qui ont déchiré la montagne de l'intérieur. Plus important encore, nombre de ces anciennes fractures sont en cours de réactivation.
Une carte de ce qui peut se produire à nouveau. Grâce à des technologies telles que le LIDAR, la photogrammétrie aérienne par drone et les données satellitaires, les scientifiques ont pu cartographier la Val d'Elbove avec une précision millimétrique. Et leurs découvertes sont inquiétantes. Certaines zones se déforment lentement. Des sections du terrain s'élèvent, se fissurent ou s'enfoncent, révélant que le système interne de l'Etna continue de pousser depuis le bas. De plus, des études géophysiques ont détecté de récentes intrusions magmatiques juste en dessous de la vallée. En d'autres termes, le magma cherche des voies d'accès. Et la vallée de Bove, en raison de sa fragilité structurelle, est l'un des endroits les plus susceptibles d'être le théâtre d'une éruption. C'est comme si le volcan se souvenait de son ancien chemin et voulait le rouvrir. La vallée comme laboratoire naturel. Ce scénario fait de la vallée de Bove l'un des meilleurs laboratoires naturels au monde pour étudier le comportement d'un volcan actif. Sismographes, stations GPS, caméras thermiques et capteurs de gaz y sont installés. Des zones d'expansion où la roche se sépare lentement et des zones de compression où le sol est écrasé ont été identifiées. Ces deux dynamiques sont essentielles pour anticiper une éventuelle éruption. De plus, les schémas thermiques révèlent une augmentation de la chaleur à des points précis. De faibles augmentations de température, de quelques degrés seulement, peuvent signaler l'arrivée imminente de magma à la surface. Et ce n'est pas tout. L'Etna ne se contente pas de croître vers le haut. Il glisse également vers l'est, à un rythme de 14 mm par an. Un mouvement imperceptible à l'œil nu, mais qui, au fil du temps, peut générer des tensions accumulées et augmenter le risque d'un nouvel effondrement catastrophique. Une leçon sculptée dans la roche. La Val d'Elbove n'est pas seulement un rappel de ce qui s'est passé, c'est un avertissement de ce qui peut se reproduire. L'histoire géologique n'est pas une série d'événements isolés, mais un schéma, une danse répétitive de construction et de destruction. Et l'Etna a déjà démontré qu'il sait se mouvoir dans cette chorégraphie. C'est pourquoi chaque fissure dans la vallée, chaque nouvelle intrusion magmatique, chaque infime déformation est interprétée par les scientifiques comme une note sur une partition ancienne. Une partition qui, si elle était rejouée, pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre éruptif. Un chapitre qui, cette fois, affecterait non seulement les champs et les villages voisins, mais aussi les millions de personnes vivant à l'ombre de la montagne la plus active d'Europe. Si ce voyage dans les profondeurs de l'Etna est aussi révélateur que troublant, abonnez-vous pour continuer à explorer les secrets que la Terre recèle sous nos pieds. Car comprendre le passé est le seul moyen d'anticiper l'avenir. Panarea, la bête sous-marine. La surface de la mer Tyrrhénienne peut paraître sereine. Une carte postale d'un bleu infini caressant les îles éoliennes d'une tranquillité trompeuse. Mais sous ces eaux, au milieu de courants cachés et d'ombres silencieuses, sommeille l'une des menaces les plus inexplorées d'Italie, le volcan sous-marin de Panarea. Contrairement à l'Etna ou au Vésuve, Panarea ne révèle pas sa fureur par des colonnes de cendres ou de lave brûlante visibles à des kilomètres. Sa présence est plus subtile, plus mystérieuse et, pour cette raison même, plus inquiétante. Un volcan caché dans la mer. L'île de Panarea est la plus petite de l'archipel des éoliennes, mais ses véritables dimensions dépassent largement ce que l'œil peut voir. Autour de l'île, à quelques mètres seulement sous la surface, se trouvent des cratères, des cheminées volcaniques et des cônes sous-marins, endormis, ou du moins, apparemment au repos. Le volcan Panarea fait partie d'un système volcanique submergé comprenant des structures telles que la Secca dei Pesci et la Secca dei Panarelli, telles des cicatrices sur le fond marin, vestiges d'une activité volcanique qui, bien qu'en sommeil, n'a jamais complètement disparu. Veine hydrothermale, le murmure de la Terre. Depuis des décennies, plongeurs et pêcheurs de Panarea signalent un phénomène intrigant. Des bulles émergent du fond marin. Ce ne sont pas de l'air. Il s'agit d'émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de soufre, jaillissant de fissures profondes reliées à des chambres magmatiques cachées. Ce sont des cheminées hydrothermales, des cheminées sous-marines qui expulsent des gaz chauds, des minéraux dissous et parfois des fluides à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Leur panache bouillonnant transforme l'eau environnante, modifiant la température, la chimie et la vie marine. Ce qui est alarmant, ce n'est pas leur présence, mais leur récente augmentation d'intensité et de volume. En 2002, par exemple, une fuite soudaine de gaz a semé la panique sur l'île. L'eau a bouilli, les poissons ont suffoqué et les autorités ont dû évacuer les habitants de manière préventive. Bien qu'il n'y ait pas eu d'éruption, le message était clair. Le système est actif et il respire. Surveillance sous-marine. Surveiller un volcan sous-marin est un défi majeur. Il n'y a ni pente à observer, ni tremblement de terre en surface à ressentir. C'est pourquoi des scientifiques italiens
ont installé des capteurs au fond de l'océan, des caméras thermiques et des bouées sismiques flottantes pour détecter les infimes variations de pression, de température et de composition du gaz. L'Institut national de géophysique et de volcanologie, INGV, assure une surveillance constante de la zone, mesurant toute anomalie pouvant indiquer une réactivation volcanique. La principale préoccupation est la possibilité d'une éruption sous-marine explosive, capable de déclencher un tsunami qui affecterait non seulement les îles Éoliennes, mais aussi la Sicile, la Calabre et une partie du plateau continental sud, car sous l'eau, la pression retient l'explosion, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la retenir. Le mystère des oolithes, la vie par le feu. Mais Panarea n'est pas seulement une menace, c'est aussi une fenêtre sur l'origine de la vie. Près de ces sources hydrothermales, des structures microscopiques appelées oolithes ont été découvertes, de minuscules sphères formées par la précipitation de minéraux en couches concentriques. Ces formations, riches en carbonate de calcium et en fer, ressemblent étrangement à celles détectées dans les météorites martiennes. Certains scientifiques ont émis une hypothèse audacieuse. Les conditions chimiques et thermiques de Panarea pourraient simuler des environnements primitifs sur Terre, et même d'éventuelles niches habitables sur Mars. En d'autres termes, ce qui se passe sur les fonds marins tyrrhéniens pourrait avoir des échos interplanétaires. Si Panarea génère des formes qui rappellent les premiers pas de la vie sur notre planète, pourrait-elle aussi révéler comment la vie a pu se développer sur d'autres mondes? Le silence qui peut rugir. Aujourd'hui, Panarea reste silencieux. Les touristes débarquent en été, nagent dans des bulles sans en connaître l'origine et boivent du vin en contemplant l'horizon. Mais les géologues savent que sous ces pieds nus se cache une caldeira latente, un système vivant qui s'exprime par des murmures de gaz et qui pourrait, à tout moment, s'exprimer à voix haute. Et si cela se produit, les sirènes ne seront pas assez nombreuses pour les avertir à temps. Stromboli, le phare qui crache du feu. Dans la mer Tyrrhénienne, au nord de la Sicile, s'élève un colosse infatigable, une montagne conique parfaite, comme suspendue entre ciel et mer. Sa silhouette est reconnaissable entre toutes et son comportement imprévisible. Il s'agit du Stromboli, l'un des volcans les plus actifs de la planète et aussi l'un des plus dangereux. Contrairement à d'autres géants italiens qui alternent longs silences et épisodes violents, le Stromboli ne connaît jamais de repos complet. Son activité est quasi constante, telle une sorte de métronome géologique qui rythme le feu, une lumière dans l'obscurité. Et un avertissement depuis l'Antiquité, marins et pêcheurs surnomment le Stromboli le phare de la Méditerranée, non pas en raison de sa forme ou de son emplacement, mais de son incandescence permanente. Jour et nuit, le volcan crache dans l'air des jets de lave incandescente, de gaz sulfureux et de fragments de roches pouvant atteindre des centaines de mètres de hauteur. Ce type d'éruption, si caractéristique de Stromboli, a donné naissance à son propre terme géologique, l'éruption strombolienne, d'énergie modérée mais constante, rythmée mais imprévisible, fascinante et dangereuse. Pour les habitants de l'île, cette activité fait partie intégrante du paysage, mais l'histoire a montré que la familiarité avec le danger ne le rend pas moins mortel. Le glissement de terrain de 2002, quand la pente s'est éclatée. Le 30 décembre 2002, le Stromboli a cessé de se comporter comme un volcan ordinaire et a révélé une face bien plus sombre. Sans avertissement, une grande partie de son versant nord-ouest, connu sous le nom de Sierra del Fuoco, s'est violemment effondrée dans la mer. Le résultat a été immédiat et dévastateur. 2 tsunamis se sont produits presque instantanément. Des vagues atteignant jusqu'à 10 mètres de haut ont frappé les côtes de l'île et d'autres parties de l'archipel éolien. Plusieurs habitations ont été détruites, des bateaux ont été détruits et les communications ont été perturbées. Heureusement, grâce à l'évacuation rapide, aucun décès n'a été signalé. Mais le message était sans équivoque. Le Stromboli peut déclencher une catastrophe non seulement par le feu, mais aussi par l'eau. L'événement de 2002 a marqué un tournant dans la surveillance volcanique en Italie. De nouvelles stations sismiques, des radars à ondes de contrainte et des caméras thermiques ont été installées, permettant de surveiller en temps réel chaque souffle du volcan. Malgré cela, la Sierra del Fuoco reste une plaie ouverte, une cicatrice instable qui pourrait à nouveau se fissurer à l'avenir. Une pente aux fondations fragiles. La Sierra del Fuoco est plus qu'une pente volcanique. C'est une zone de dépôt de lave, de cendres et de scories volcaniques qui s'accumulent à chaque éruption. Mais cette accumulation la rend également instable. Tel un château de sable qui s'élève trop haut, chaque nouvelle couche augmente la pression et le risque d'effondrement. Les études géologiques
ont identifié des fractures internes au sein de cette pente, des signes d'accumulation de contraintes et des zones de faiblesse. Et le plus inquiétant est que l'effondrement ne nécessite pas d'éruption majeure. Une série de tremblements de terre mineurs, une accumulation de matériaux mal refroidis, voire de fortes pluies suffisent à déclencher un nouveau glissement de terrain. Preuve submergée. Le passé se répète sur le fond marin. Des géologues ont découvert des sédiments turbiditiques et des blocs géants charriés par d'anciens effondrements de pente. Ce sont les traces de tsunamis passés, bien plus anciens que celui de 2002, qui ont frappé les côtes de la Calabre et du sud de l'Italie. Ces découvertes révèlent un schéma dangereux. De temps à autre, le Stromboli ne se contente pas d'entrer en éruption. Il se rompt. Et lorsque cela se produit, l'énergie libérée ne reste pas sur l'île, mais se propage vers la mer sous forme de vagues destructrices. Le fait que ces événements se reproduisent à intervalles de quelques siècles, et que nous en ayons déjà été témoins au XXIe siècle, nous oblige à nous demander combien de temps faudra-t-il avant le prochain, entre tourisme et tremblement de terre. Aujourd'hui, le Stromboli est une destination touristique prisée. Des milliers de visiteurs gravissent ces pentes pour observer les explosions nocturnes, s'émerveiller devant les coulées de lave et prendre des photos uniques. Mais derrière cette fascination se cache un risque constant. Les autorités italiennes ont imposé des limites d'altitude pour les randonneurs, des évacuations périodiques et des zones de sécurité. Malgré cela, l'équilibre entre attrait touristique et sécurité publique reste fragile. Le Stromboli est une beauté sauvage, un spectacle naturel vivant, mais aussi un rappel constant que la Terre, aussi observée soit-elle, ne cesse jamais de nous émerveiller. Le compte à rebours a déjà commencé. Le sol tremble sous nos pieds, mais nous ne le remarquons pas toujours. Parfois, le danger ne se manifeste pas par une explosion ou un panache de cendres. Parfois, l'avertissement est subtil, imperceptible, mais constant. À Puzzol, dans le golfe de Naples, le sol s'élève et s'abaisse depuis des siècles. Ce phénomène porte un nom ancien, presque poétique, le bradisisme. C'est l'un des signes les plus inquiétants que quelque chose bouge dans les profondeurs. Un sol qui respire. Le bradisisme est une montée ou une descente lente et répétitive du sol terrestre. À Puzzol, cette respiration géologique peut déplacer la Terre de plusieurs centimètres par an. Dans les années 1970 et 1980, le sol s'est élevé de plus de 2 mètres. Rues, fondations, églises et ports ont été déformés et fracturés, comme si la ville entière était soulevée par une force invisible. Mais ce phénomène n'est pas seulement une curiosité géologique, c'est une alarme silencieuse, car sous Puzzol et ses environs se trouve l'un des supervolcans les plus dangereux de la planète, les champs Phlegréens. Aujourd'hui, cette caldeira est considérée comme active. Ces dernières années, les enregistrements sismiques ont montré une augmentation inquiétante de son activité. Non pas de fortes secousses, mais une succession de micro-séismes, d'émissions de gaz et de déformations du sol que les volcanologues suivent avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Et s'il entre en éruption demain, c'est la question que se posent de nombreux scientifiques. Car si la plupart des signes n'indiquent pas une éruption imminente, le passé a montré que les changements peuvent être rapides et catastrophiques. En 1538, par exemple, une intense activité sismique d'1 semaine seulement a abouti à la formation d'un nouveau volcan, le Monte Nuovo, qui a littéralement surgi de nulle part en moins de 40 ans. Aujourd'hui, la possibilité d'une éruption dans les champs Phlegréens implique un scénario à plusieurs niveaux. Explosion phréatomagmatique, libération massive de gaz toxiques, chute de cendres, effondrement de terrain et même impacts climatiques régionaux. Et tout cela dans l'une des régions les plus densément peuplées d'Europe. Entre évacuation et toiture, les autorités italiennes ont élaboré des plans d'évacuation pour des centaines de milliers de personnes à Naples et dans ses environs. Il existe des zones rouges, des protocoles d'intervention, des systèmes d'alerte à plusieurs niveaux, des exercices annuels et des réseaux de transport prêts à déplacer des milliers de personnes si nécessaire. Mais sur le papier, tout est plus simple qu'en réalité. De nombreux habitants de la région y ont vécu toute leur vie. Leurs familles, leurs entreprises et leurs racines sont profondément ancrées dans ce sol volcanique. Leur demander de partir n'est pas seulement une décision logistique, c'est une rupture émotionnelle. Et puis, quand donner l'ordre d'évacuation trop tôt, cela peut semer une panique inutile. Trop attendre, le prix à payer pourrait être irréversible. En 79 après Jésus-Christ, les habitants de Pompéi ont ignoré les premiers signes. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils signifiaient. Aujourd'hui, nous le savons. Mais le doute, l'attente et l'attachement à la terre peuvent nuire à notre survie. Vie et mort sur une terre en feu.
L'Italie est un paradoxe géologique. Sa richesse culturelle, architecturale et naturelle a été bâtie sur des fondations de cendres et de feu. De Rome au Vésuve, de l'Etna au Stromboli, cette péninsule a été sculptée par le magma et le temps. Les volcans ne sont pas seulement des menaces, ils sont aussi source de vie, de fertilité, de beauté. Les sols volcaniques sont fertiles, les sources chaudes attirent le tourisme. Les paysages impressionnent et nourrissent l'imagination. Mais chaque jour qui passe, les risques augmentent. La question n'est pas de savoir si une autre éruption majeure se produira en Italie, mais quand. Et surtout, serons-nous prêts? Si ce voyage au cœur du feu vous a fait voir le monde sous un autre angle, abonnez, partagez cette vidéo avec tous ceux qui, selon vous, ne voient toujours pas le danger qui se cache sous leurs pieds. Et surtout, continuez d'apprendre. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, restez vigilants, restez conscients